Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Paris, 1986. Une fillette est retrouvée morte dans l'immeuble où elle habitait. Son meurtrier disparaît, comme avalé par la ville. Pendant 35 ans, il reste une ombre, un souffle dans les couloirs, un nom qu'on chuchote, le grêlé. Policier le jour, prédateur la nuit, François Vérove portait deux visages, deux vies, deux vérités. Sous l'uniforme, il dissimulait la pire des trahisons, celle de la loi elle-même. Ferme les yeux, et écoute l'histoire d'un homme que personne n'a jamais vraiment vu. Jusqu'à ce qu'il décide, enfin, de s'effacer. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Paris, 1986. Rue Petit, 19e arrondissement. Un immeuble banal, des marches usées, une routine de voisinage. Mais ce matin-là, le silence a quelque chose de différent. Danse. Suspendu. Dans la cave, un corps d'enfant gît sur le sol froid. Cécile Bloch, 11 ans. Avant les sirènes, il y a les mots maladroits. Elle a dû tomber. Puis les cris, les portes, le chaos. La mère hurle, les voisins reculent, la concierge appelle la police. En quelques minutes, l'immeuble devient scène de crime. Les inspecteurs descendent les escaliers en silence. Lampe torche, carnet, geste sûr. Ils découvrent une violence méthodique, froide, maîtrisée. Aucune trace de lutte. Le tueur savait ce qu'il faisait. Il a pris le temps. Trop de calme dans la cruauté. Un voisin décrit un homme croisé la veille. Visage marqué, poli, bien habillé. Il avait un sourire tranquille. Et une peau abîmée, comme grêlée. Les enquêteurs notent. Le détail revient, obsédant. Un visage qu'on n'oublie pas. Et qu'on oubliera pourtant pendant 35 ans. Dans la cour, les journalistes s'amassent. Les rubans jaunes, les flashs, les voix pressées. L'affaire devient affaire publique. La petite C, 11 ans, assassinée dans son immeuble. La ville s'émeut, mais déjà la peur se cache derrière les rideaux. Au commissariat, les inspecteurs s'enchaînent autour d'une table. Les cafés refroidissent. Les hypothèses tournent. Un rôdeur, un voisin, un inconnu. Rien ne colle. L'homme a été vu plusieurs fois dans les étages, toujours poli, serviable. Il aidait à porter les cartons, dira la concierge. Un homme bien. Ce mot-là bien suffira à brouiller tout le reste. On dresse le portrait robot. Cheveux châtains, peau marquée, regard doux. Un visage ordinaire, presque rassurant. Le dessinateur hésite. Comment donner forme à la banalité? Comment dessiner le mal quand il a la courtoisie d'un fonctionnaire? Le soir, Paris continue de respirer. Les rues s'allument, les cafés se remplissent. Mais dans l'immeuble personne ne dort. L'ampoule de l'escalier a été changée, le sol nettoyé. Et pourtant, l'air semble encore chargé. Comme si le mal n'était pas parti, juste endormi. Un policier fume sur le palier. Il pense à sa propre fille, au même âge. Il se dit qu'il lui demandera demain de ne plus descendre seul. Puis il range cette peur dans un coin de sa tête, comme on range un dossier de trop. Dans un bureau du quai des Orfèvres, le chef de groupe accroche le dessin du suspect au mur. Sous le néon, le visage paraît presque humain. Pas de menace, pas de rage. Juste une peau trouée, un regard calme. Un homme qu'on croiserait sans s'en souvenir. Un visage banal. Et c'est ça, le plus effrayant. Dehors, la ville reprend son rythme. Les journaux titrent « Le tueur du 19e ». La peur circule dans les conversations, se dilue dans la banalité du quotidien. Les gens reprennent le métro, verrouillent les portes. Oublient peu à peu l'histoire, comme on oublie tout ce qui dérange. Mais dans un café, quelque part dans Paris, un homme lit ces mêmes journaux. Le regard tranquille, le geste précis. Il tourne la page, laisse tomber une pièce sur la soucoupe. Puis il remet son uniforme, reprend sa moto, et rentre chez lui comme si de rien n'était. Le mal vient de passer la porte sans qu'on le voie. Et déjà, la ville s'endort, persuadée d'avoir tout vu. Il avait un visage qu'on n'oublie pas. Et pourtant, on l'a oublié. Jusqu'au jour où il a décidé de revenir. Paris, printemps 1986. Les jours rallongent, mais la lumière n'éclaire plus rien.
Dans les couloirs du commissariat, le dossier Cécile Bloch s'empile déjà sous d'autres affaires, d'autres urgences. Pourtant, ceux qui ont vu la cave n'ont rien oublié. Une fillette assassinée dans son propre immeuble. Pas d'empreinte, pas de témoin fiable. Juste ce portrait robot, punaisé sur un mur gris. Un homme poli, au visage grêlé. Les médias ont calmé leur fièvre. La une a changé. Mais dans les commissariats, la rumeur continue de circuler, comme un souffle persistant. Un prédateur rôde dans Paris. Certains y voient un marginal, d'autres un technicien, un voisin discret. Les patrouilles redoublent dans le quartier. On arrête, on interroge, on relâche. Chaque fois, la même impression, on passe à côté. Toujours. Un jeune inspecteur, les yeux rougis de veille, relit le rapport encore et encore. Tout y est méthodique, la descente, le lieu, la mise en scène, la maîtrise. Pas l'œuvre d'un fou. Pas non plus celle d'un amateur. Quelqu'un qui sait où poser ses mains et quand partir. Quelqu'un qui connaît la peur des autres. Il a travaillé proprement, dit son supérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est un homme de métier. Personne ne veut entendre ces mots. Parce qu'un homme de métier, ici, ça veut dire un des leurs. Dans les cafés du 19e, on chuchote encore. Les habitants s'enferment un peu plus tôt. Les enfants ne descendent plus à la cave. Et les escaliers, chaque soir, paraissent un peu plus longs. Le mal a pris la forme d'un souvenir collectif. Un visage flou, un sourire poli, un regard calme. Le genre de calme qu'on remarque après coup. Dans les postes de police, les réunions s'enchaînent. Les visages changent, les espoirs s'épuisent. On parle d'un prédateur invisible, d'un fantôme urbain. Un surnom qui restera. Le Grelet. Un nom simple, presque familier, comme si la ville elle-même voulait banaliser son monstre. À quelques kilomètres de là, un homme range ses papiers dans un casier de gendarmerie. Son uniforme est impeccable. Il serre des mains, sourit, plaisante avec ses collègues. Personne ne remarque rien. Pourquoi le ferait-il? Il est l'image même du devoir, du calme, de la compétence. Le genre d'homme qu'on respecte sans poser de questions. Le soir, il rentre chez lui. Sa femme l'attend, le dîner est prêt. Les enfants dorment. Il embrasse le front du plus jeune, allume une cigarette sur le balcon. La ville en contrebas bourdonne doucement. Il ferme les yeux. Sous la peau, la même pulsation. Un vide à nourrir. Un souvenir à rejouer. À la radio, on parle d'une autre affaire, d'une crise politique. Les journaux oublient. Mais la peur, elle, s'installe. Dans les commissariats, on répète qu'il faut attendre une autre erreur, un autre indice. L'attente devient stratégie. Le silence, une méthode. Le jeune inspecteur du dossier, lui, ne dort plus. Il revoit la cave, la lumière, l'enfant. Il fume trop, écrit des rapports qui ne servent à rien. Parfois, il rêve qu'il monte les escaliers à l'envers. Et qu'en haut, dans le couloir, un homme l'attend avec un sourire tranquille. Le même que sur le croquis. Un an passe. D'autres crimes, d'autres visages. Toujours la même signature, maîtrise, froideur, disparition. Mais l'époque veut des certitudes, pas des fantômes. Le dossier s'endort, relégué sous les piles de papier. Dans les couloirs, le portrait jaunit, et le Grelet devient un nom qu'on prononce à mi-voix, comme une superstition. À la télévision, les experts parlent d'une ville sûre, d'une police moderne. On montre des gendarmes souriants, des agents dévoués. La confiance revient. Personne ne sait qu'un de ces visages familiers, quelque part dans le cadre, porte déjà la main du tueur. Le mal est repassé en civil. Et la ville, soulagée, recommence à dormir. Les murs ont gardé l'odeur du sang. Dans les escaliers, la lumière ne rassure plus. Et dans les bureaux, un dessin jauni regarde encore les policiers. Un visage grêlé. Poli. Inoubliable. Le jour, il est l'exemple même du gendarme modèle. Uniforme impeccable, dossier irréprochable, poignée de main ferme. Il connaît les protocoles, les rapports, les salutations réglementaires. Un homme calme, précis, presque trop parfait. Dans la petite brigade du sud de la France, tout le monde l'apprécie.
Les habitants le saluent, les collègues le respectent. Il incarne la loi. Et personne ne se doute qu'il en a fait sa couverture. François Vérove. 30 ans à peine, marié, 2 enfants, une maison au bord de la mer. Une vie rangée. Une femme douce, patiente, qui croit en lui. Le dimanche, il tond la pelouse, prépare les grillades, rit avec ses voisins. Un homme normal. Mais la normalité, chez lui, n'est qu'un uniforme de plus. La nuit, quelque chose bascule. Un calme glacé descend sur lui, une absence de pensée. Ce n'est ni la rage, ni la haine, juste un vide, précis, maîtrisé. Dans ce vide, il n'y a ni victime ni loi. Seulement une pulsion qui s'habille d'ordre. Un besoin de rejouer la maîtrise, de sentir que tout lui appartient, la peur, le souffle, la mort. Il sort en silence, prétextant une garde ou une patrouille. La route est longue, les phares coupent la nuit en deux. Il conduit comme on prie, méthodiquement. Dans le coffre, une corde, un couteau, un sac. Rien de spectaculaire, juste de quoi effacer un instant de folie. Il connaît les gestes, les délais, la froideur nécessaire. Le savoir policier est devenu son camouflage. Je savais comment cacher un corps. J'avais appris à en protéger. Ses collègues parlent souvent de lui comme d'un homme fiable, incapable de mensonges. Il prend les astreintes sans rechigner, les nuits, les corvées. Il ne boit pas, ne se plaint pas. On dit qu'il a le sens du devoir. Mais personne ne remarque que ce sens-là a glissé. Que l'ordre pour lui est devenu une excuse. Une manière d'étouffer la culpabilité dans la discipline. Son regard, pourtant, dit tout. Froid. Concentré. Une maîtrise trop parfaite, comme si rien ne pouvait vraiment le traverser. Sa femme s'en inquiète parfois. Tu penses à quoi? À rien. Et c'est vrai, il ne pense à rien. C'est dans ce rien que se cache tout le reste. Parfois, il s'assoit dans le salon, tard dans la nuit. Le visage éclairé par la lumière du poste de télévision. Les journaux parlent de crimes, de violences, de tueurs en fuite. Il écoute, impassible. Ses lèvres esquissent un sourire discret. Le présentateur dit, le grelais reste introuvable. Il éteint la télé, ferme les yeux, et s'endort paisiblement. Au travail, il devient formateur, tuteur, presque mentor pour les jeunes recrues. Il leur apprend la rigueur, la précision, la patience. Il leur répète souvent, le danger, ce n'est pas la colère. C'est le calme. Personne ne comprend qu'il parle de lui-même. Dans les vestiaires, on plaisante, on parle de week-end, de famille. Lui se regarde dans le miroir, sans y voir personne. Juste un visage marqué, une peau imparfaite, un regard qui sait tout dissimuler. Le reflet d'un homme qui a choisi de se fondre dans l'institution. Pour disparaître à l'intérieur d'elle. Le soir, il aide ses enfants à faire leurs devoirs. Il sourit quand sa fille récite la table de 9. Il embrasse sa femme avant de sortir les poubelles. Tout est normal, parfaitement ordonné. Et sous cette normalité, un écho de cave, un souffle de 1986, une main d'enfant qu'il n'a jamais oubliée. Chaque fois qu'il croise une patrouille, il sent une chaleur étrange. Comme un retour au foyer. L'uniforme le protège, l'uniforme l'absout. Il a construit sa vie sur une règle simple. Tant qu'il joue le rôle du juste, personne ne cherchera le coupable. Les années passent. Le visage s'épaissit, la peau reste marquée. Le surnom du grelais refait surface dans quelques articles. Un vieux dossier exhumé pour remplir les colonnes d'été. Il lit, rit parfois. Le journaliste écrit. Le tueur aurait sans doute refait sa vie. Alors il replie le journal, le jette dans la poubelle. Le secret continue de vivre. Le jour, il serre des mains. Le soir, il serre des gorges. Et dans les deux gestes, la même précision. Le même contrôle. Le même calme. Deux uniformes, une seule peau. Deux vies, une seule vérité. L'ordre et la mort marchent au même pas. 1987. Un an après la mort de Cécile Bloch, la France a déjà tourné la page. Mais dans les commissariats, une autre série commence. Des jeunes filles agressées, des femmes retrouvées mortes, étranglées, parfois dans leur appartement, parfois dans des lieux sans nom,
Parking, forêt, caves abandonnées. Des scènes répétées, presque identiques. Toujours la même précision. Toujours le même calme. Les enquêteurs notent les similitudes. La maîtrise, l'absence de traces, la propreté du geste. Rien d'improvisé. On dirait qu'il prépare chaque meurtre comme une mission. Chaque fois, il disparaît sans laisser d'empreinte. Mais il laisse son empreinte d'un autre genre, biologique. De l'ADN avant que le mot ne soit connu du grand public. Des traces partout. Et, à l'époque, aucune technologie pour les comprendre. 1988. Une adolescente retrouvée dans une cave du 12. La même signature, étranglement, mise en scène, absence de vol. Un visage aperçu dans l'immeuble, homme poli, bien habillé, peau grêlée. Les témoins ne savent jamais dire s'il était suspect ou rassurant. C'est tout le génie du grelais, il inspire la confiance avant de tuer. Le lendemain, il enfile son uniforme. Il salue ses supérieurs, rédige un rapport. Participe peut-être à la patrouille qui sécurise le quartier du crime. Personne n'imagine qu'il connaît déjà la victime. Qu'il a marché sur cette même scène. Mais de l'autre côté du ruban jaune. Les années s'enchaînent, les dossiers s'empilent. Les services de police ne font pas encore le lien. Différentes villes, différents enquêteurs. Des détails qui se ressemblent trop pour n'être que hasard. Mais à l'époque, on ne compare pas les ADN. On classe les crimes par région, par service, par oubli. Le grelais, lui, s'adapte. Il observe les méthodes de ses collègues, écoute les rumeurs internes, devine les protocoles d'enquête avant qu'ils ne le concernent. Il anticipe, efface, recommence. Il vit dans les deux mondes, celui de la loi et celui qu'il transgresse. Une frontière qu'il traverse sans effort. La loi, c'est un masque. Elle protège ceux qui savent la porter. 1991. Un double meurtre. Une jeune femme et son compagnon, tués dans un appartement du 13e. Encore des traces d'ADN, encore le même profil. Mais l'ADN n'a pas encore de visage. Juste un code, une signature muette. Le monstre écrit son nom dans une langue que la science ne sait pas encore lire. À cette époque, certains enquêteurs commencent à parler de série. D'autres se moquent, un seul homme pour tout ça? Allons. Le doute fait diversion. Le tueur, lui, reste serein. Le temps est son meilleur complice. 1994. Dernier crime connu avant le silence. Une jeune fille, violée et tuée dans son appartement parisien. Même mode opératoire, même froideur. Les inspecteurs du nouveau siècle feront le lien plus tard. Quand la technologie rattrapera enfin la mémoire. Mais en 1994, tout s'arrête. Plus de cadavres, plus de pistes, plus de grelets. Un fantôme s'efface au sommet de sa maîtrise. Pendant que les enquêteurs s'épuisent à chercher un inconnu, François Vérove devient père une seconde fois. Il demande une mutation. Il s'éloigne de Paris. Le soleil du sud efface les ombres du nord. Sur les photos de famille, il sourit. Sa peau marquée, sa barbe de 3 jours. Rien d'inhabituel. Un homme ordinaire, juste un peu fatigué. Les journaux parlent encore du grelais comme d'un mythe urbain. Un surnom de commissariat. Une légende pour jeunes flics. On ne croit plus qu'il existe. On pense qu'il est mort, ou qu'il dort. Mais il n'est ni mort ni endormi. Il s'est simplement fondu dans le décor. Des années plus tard, les ADN parleront enfin. Et tout ramènera à lui. Mais pour l'instant, il vit paisiblement. Ses enfants grandissent, il se rase chaque matin. Il salue les voisins, serre la main du maire. Protège la ville comme s'il n'avait jamais été son fléau. Chaque crime, dans son esprit, s'efface derrière la routine. Chaque meurtre devient un souvenir bien rangé. Archivé dans une mémoire sans remords. Ce n'est pas un secret, c'est une habitude. Le grelais n'a jamais disparu. Il s'est simplement habitué à exister. Entre 1987 et 1994, il a tué, disparu, recommencé. Les villes ont changé, les témoins ont vieilli. Mais son visage, flou et calme, reste planté dans les mémoires comme une cicatrice. Le grelais. Le tueur qu'on a cessé de chercher avant de le trouver.
Les années passent, et les visages changent. Les dessinateurs de la police se succèdent, les témoins aussi. À chaque fois, le même exercice, transformer la peur en traits de crayon. Des nez plus fins, des mâchoires plus dures, des yeux plus sombres. Mais un détail, lui, ne disparaît jamais. La peau grêlée, et ce regard calme, presque doux. Comme si l'homme qu'il cherchait pouvait être votre voisin. Sur les murs des commissariats, les portraits s'alignent, s'empilent, jaunissent. Certains sont si flous qu'ils pourraient être n'importe qui. D'autres, trop précis, finissent par déranger. Les enquêteurs les regardent en silence. On dirait qu'à force de chercher, le visage s'est mis à leur ressembler. Dans les couloirs du 36, l'air est épais, saturé de café froid et de défaite. Un inspecteur, la cinquantaine, penche sur les dessins étalés sur la table. On dirait un fonctionnaire, pas un monstre, dit-il. Personne ne répond. Parce que c'est peut-être vrai. Parce que personne ne veut l'admettre. Les témoins, eux, sont sincères mais impuissants. Ils décrivent un homme poli, un monsieur bien. Quelqu'un de rassurant. Et toujours, cette peau marquée. Ce signe qui aurait dû suffire à le retrouver. Mais combien d'hommes, en France, ont des cicatrices d'acné? Trop. Et aucun ne porte encore le nom qu'il mérite. Le surnom circule dans les bureaux, le grelot. Un mot court, presque ironique, qui fait rire nerveusement. Les nouveaux arrivants l'entendent dès leur première semaine. Comme une vieille chanson policière. Si tu vois un type au visage marqué, fais gaffe, c'est peut-être lui. On rit. Mais le rire masque la peur. Parce qu'au fond, on sait que le grelot n'est pas qu'une rumeur. Il a frappé plusieurs fois, dans plusieurs villes. Toujours avec la même rigueur. Toujours avec le même silence. Les archives s'encombrent. Les dossiers s'entassent comme des ruines administratives. Les années 1990 deviennent un brouillard de preuves incomplètes. Les victimes changent de nom, les témoins oublient. Et la justice, elle, passe à autre chose. Les crimes non élucidés se fondent dans la masse, comme des fantômes noyés dans la paperasse. Un jeune policier, affecté au service des homicides, tombe sur l'un des anciens croquis. Il reste un moment à le fixer, intrigué. Ce regard, ce calme, il y a quelque chose d'humain. Trop humain. Il a l'air gentil, dit-il. Et cette phrase, à elle seule, résume 30 ans d'échecs. Dans les cafés, on ne parle plus du grelot. Il est devenu une légende urbaine. Une histoire de fin de service qu'on raconte pour se faire peur. Un tueur dans la police? Allons, c'est du cinéma. Les gens préfèrent croire à la fiction. La vérité, elle, dérange trop. Mais parmi les enquêteurs, certains n'abandonnent pas. Ils relisent les anciens rapports, comparent les photos, traquent les erreurs, les oublis, les coïncidences. Un détail les obsède. Le tueur semblait connaître les procédures, anticiper les interventions, s'effacer avant même qu'on ne le cherche. Trop rapide. Trop précis. Comme s'il savait comment la police pense. Parce qu'il en faisait partie. Un soir, dans un bureau mal éclairé, un vieil inspecteur murmure à voix basse. Il est peut-être parmi nous. Les jeunes haussent les épaules. Ils ont entendu cette phrase 1000 fois. Mais lui ne plaisante pas. Il regarde autour de lui, les visages familiers, les uniformes, les sourires. Il sait. Il le sent. Le monstre ne vit pas dans la rue. Il prend le café à la machine, serre la main de ses supérieurs. Rentre chez lui en moto de service. Et quelque part, à des centaines de kilomètres de là, François Vérove range son uniforme dans un placard. Il lisse les plis du pantalon, essuie la poussière sur l'écusson. Dans le miroir, son reflet ne lui renvoie rien d'étrange. Un homme ordinaire, peau marquée, regard calme. Le genre de visage qu'on ne remarque plus. Celui que la justice cherche encore. Sans comprendre qu'elle lui a déjà dit bonjour. Les portraits changent, mais le visage reste. La police dessine, efface, recommence. Et chaque trait de crayon rapproche un peu plus la vérité. Sans jamais la toucher. Le grelot n'a pas disparu. Il a simplement appris à sourire sur la photo de groupe. Année 1990. Le pays change, la société s'assagit, la police se modernise. Et François Vérove,
lui, grimpe. Lentement, sûrement. Une carrière exemplaire, sans faute, sans bruit. Toujours à l'heure, toujours irréprochable. L'uniforme repassé, les bottes cirées, le sourire tranquille. Un gendarme modèle. Un mari aimant. Un père présent. L'image parfaite d'un homme ordinaire. Sa mutation dans le sud ressemble à une récompense. Un poste plus calme, un cadre plus doux. Le bleu du ciel à la place du gris parisien. Les enfants vont à l'école, sa femme s'intègre. Et les voisins l'adorent. Un type bien, serviable, toujours prêt à aider. Le même compliment qu'on répétait déjà, 15 ans plus tôt, dans un immeuble du 19e. Les week-ends sont simples. Barbecue, apéritif, rire. Il parle peu, mais écoute bien. On le trouve discret, stable. Un homme de confiance, celui à qui on confierait ses clés ou ses enfants. Personne ne devine que cette confiance, il l'a toujours su manipuler. C'est son art. Son camouflage. Les photos de famille s'accumulent. Des sourires sincères, des bras serrés, un bonheur ordinaire. Sur certaines, on devine encore les cicatrices sur sa peau. Mais personne n'y prête attention. Les marques ne sont plus qu'un détail. Le grelais s'est fondu dans le décor. Il n'est plus un monstre. Il est devenu un modèle. Le soir, quand tout dort, il reste parfois sur la terrasse. Une bière à la main, le regard perdu dans la nuit. Un calme étrange, presque trop parfait. Pas de remords. Pas d'angoisse. Juste un silence intérieur, lourd et confortable. Le silence de ceux qui savent que le passé ne les rattrapera pas. Du moins, pas encore. Il regarde ses enfants dormir. Il se demande parfois ce qu'ils deviendraient sans lui. Puis, aussitôt, il chasse l'idée. Il n'aime pas penser à la mort, sauf quand elle obéit. Ses collègues l'admirent. Toujours carré, jamais un mot de trop. Un homme solide. Certains le trouvent distant, d'autres apaisant. Il incarne ce que tout policier rêve d'être, calme dans le chaos. Mais ce calme-là, personne n'en connaît la source. Ce n'est pas la discipline, c'est la domination. Un art qu'il a perfectionné jusqu'à l'invisible. Il garde toujours une distance, même dans les rires. Une part de lui reste ailleurs, dans ce monde parallèle où l'ordre et la mort ne s'opposent plus. Il vit entre deux silences, celui de la loi et celui de la faute. Et il se plaît dans cet entre-deux, comme dans un refuge. Parfois, au détour d'un article, un nom refait surface, le grelais. Un vieux dossier, un portrait oublié. Il lit, impassible. La presse le décrit comme un tueur des années 80. Un fantôme qui a disparu depuis longtemps. Il sait que ces mots sont vrais. Le fantôme a disparu. Parce qu'il a trouvé un autre corps pour l'habiter. La vie continue. Il devient officier, puis instructeur. Il enseigne la rigueur, la morale, la méthode. Ses élèves l'écoutent religieusement. Il leur apprend comment interroger, comment traquer, comment repérer le mensonge. Ironie subtile, il leur enseigne à chercher des gens comme lui. Et aucun ne le voit. Le soir, quand il enlève son uniforme, il ressent parfois cette tension dans la poitrine. Un reste de fièvre, une nostalgie de la violence. Mais il se contient. La bête dort. Elle respire encore. Mais elle sait attendre. Sur le mur du salon, un cadre montre la famille au bord de la mer. Le ciel est clair, les sourires naturels. L'image d'une paix parfaite. Et pourtant, sous la chemise impeccable, le cœur bat à un autre rythme. Une cadence qu'il connaît bien. Celle du souvenir, du pouvoir, du geste accompli. Il regarde la photo un long moment, puis détourne les yeux. La vie est simple quand on a tout effacé derrière soi. Mais le passé, même enfoui, laisse des traces. Des traces invisibles, comme de l'ADN sur une peau qu'on croit propre. Le grelais ne tue plus. Il sourit, il enseigne, il félicite. La bête s'est endormie dans le corps d'un homme bien. Et tout le monde applaudit son calme. Début des années 2000. Dans les laboratoires de la police scientifique, la technologie avance plus vite que la mémoire humaine. Les microscopes changent de génération, les ordinateurs deviennent plus rapides. Et dans les sous-sols des tribunaux, on ouvre les cartons de scellés. Vieilles enveloppes brunes, linge séché,
tubes scotchés avec soin. Des preuves qu'on croyait mortes. Des silences qu'on croyait définitifs. Les techniciens reprennent les échantillons du passé. Les noms sur les étiquettes se sont effacés. Mais les molécules, elles, n'ont rien oublié. Une simple goutte, une fibre, une trace de peau. Et le spectre du grelais se remet à respirer. Les premières correspondances tombent en 2001. Même code génétique sur plusieurs affaires. Cécile Bloch, 1986. 2 jeunes filles, 1987. Une femme, 1994. Même signature biologique. Le même homme. L'invisible, enfin révélé par la science. Les enquêteurs relisent les anciens dossiers. Les visages reviennent, les lieux aussi. Les années s'effacent. Un frisson parcourt les équipes. Le tueur a un ADN, un profil, un fantôme scientifique. Mais il n'a toujours pas de nom. Son sang parle, mais personne ne l'écoute encore. Les bases de données policières se modernisent. On compare, on croise, on espère. Mais chaque fois, la même réponse, aucune correspondance. Le profil du tueur ne figure dans aucun fichier. Il n'a jamais été arrêté, jamais fiché, jamais identifié. Un homme propre, au sens administratif du terme. Un homme intouchable. L'un des enquêteurs, un vétéran du dossier Bloch, serre les poings. Il est forcément dans le système. Juste pas à la place qu'on regarde. Mais on le regarde sans le voir, depuis 35 ans. Les médias s'en mêlent. Documentaires, reportages, rediffusions. Le grelais refait surface à la télévision. Comme un fantôme sorti des archives. Les journalistes parlent d'un tueur fantôme. D'un monstre des années 80. Les téléspectateurs frissonnent, puis passent à autre chose avant la météo. Dans un salon du Sud, un homme regarde ses reportages sans ciller. Il a vieilli. Ses cheveux ont blanchi, son visage s'est épaissi. Mais les cicatrices sont toujours là, plus discrètes sous la barbe. Sa femme entre dans la pièce, dépose une tasse de café. « Tu te souviens de cette affaire ?» « Oui, répond-il simplement. Un type comme ça, ça ne s'oublie pas. » Et il sourit. Pendant ce temps, à Paris, les enquêteurs persistent. On reconstitue les visages, on met à jour les fichiers. On soumet les prélèvements à de nouveaux programmes. Les machines parlent, les algorithmes fouillent. Les correspondances s'accumulent. Le même ADN, les mêmes crimes. Le même tueur qu'on ne trouve pas. Les experts savent pourtant ce que cela signifie. Le suspect a été policier, gendarme, militaire. Quelqu'un dont le profil n'a jamais été entré dans la base. La loi protège encore ceux qui la servent. Et le monstre, ironie parfaite, se cache derrière cette protection. En 2010, un commandant ose le dire à voix haute. Et si c'était l'un des nôtres ? Silence gêné. Regard fuyant. Personne ne répond. On préfère croire que le mal est dehors, jamais en uniforme. Alors on referme le dossier. Pas faute de preuves, mais faute de courage. Pourtant, la vérité est là, gravée dans un tube, au fond d'un congélateur. Un code génétique stable, patient, indifférent au temps. Un témoin qui ne ment pas. Chaque séquence dit la même chose. Le tueur est encore vivant. Il vieillit quelque part. Il sourit à ses voisins. Il croise peut-être les policiers qui le cherchent. Le sang ne ment jamais. Mais il attend qu'on ose l'écouter. Et pendant que la science parle, le monstre, lui, continue de se taire. Jean-Pierre H. n'a jamais vraiment quitté l'affaire. 35 ans plus tard, son bureau a changé de décor. Mais sur le mur, le même portrait jauni le regarde encore. Un homme au visage grêlé, calme, presque courtois. Il a vieilli, lui aussi. Ses cheveux ont blanchi, ses mains tremblent parfois quand il écrit. Mais son instinct, lui, n'a pas pris une ride. Il le sait, cette histoire n'est pas finie. Les nouveaux enquêteurs le regardent avec un mélange de respect et de lassitude. Encore ton grelais, Jean-Pierre ? Il hoche la tête sans répondre. Parce qu'il n'a jamais cru aux fantômes. Il sait que les monstres vieillissent comme tout le monde, et qu'ils laissent toujours quelque chose derrière eux. Un oubli, un souffle, un détail. Il recommence à zéro. Les cartons s'empilent sur le bureau,
laisser les craques sous la poussière. Il relit les procès-verbaux, compare les photos, reconstruit les dates. Tout s'emboîte. Des crimes dans des quartiers différents, mais une méthode identique, un rythme presque militaire. Il remarque un détail que d'autres ont ignoré. Dans chaque rapport, les premiers intervenants décrivent une scène déjà maîtrisée. Comme si quelqu'un avait effacé avant eux. Pas d'empreinte utile, pas de traces d'outils. Rien d'improvisé. Quelqu'un qui connaissait les protocoles. Quelqu'un qui savait où ne pas toucher. Il fait rouvrir les fichiers ADN. Les laboratoires confirment. Les profils correspondent, encore et toujours. Et la même impossibilité revient. Aucun nom. Pas un seul. Comme si le tueur vivait sous immunité. Jean-Pierre H. lève les yeux du rapport. Dans son regard, une idée commence à se dessiner. Et si ceux qu'il cherchait depuis 35 ans étaient assis dans leur propre rang? Il ressort les vieilles photos de groupe des brigades, les visages des années 80, les uniformes d'époque. Des sourires figés, des regards fiers. Il les observe longuement, cherche des cicatrices, des détails. Rien d'évident. Mais il sent, sans pouvoir l'expliquer, que le visage du grelais n'est pas loin. Qu'il se cache juste derrière une façade familière. Un soir, il confie son intuition à un collègue. Le monstre connaissait nos codes, nos horaires, nos méthodes. Il savait quand on arrivait, quand on partait. Il n'était pas dehors, il était avec nous. Son collègue soupire. Tu veux dire quoi? Qu'on a trinqué avec lui? Oui. Exactement ça. La direction finit par écouter. À contre-cœur. En 2021, les analyses génétiques s'élargissent. On décide de comparer les ADN aux fichiers internes de la gendarmerie. Un test massif, discret, presque clandestin. Un pari, que le tueur ait porté un jour l'uniforme. Les échantillons arrivent au laboratoire par lot. Des dizaines, puis des centaines. Les machines tournent jour et nuit. Et un matin, un technicien reste figé devant son écran. Une correspondance. Parfaite. Un nom, Vérov, François. Jean-Pierre H. reçoit l'appel. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Juste un souffle. Le monstre a enfin un visage. Et ce visage, il le connaissait déjà, sans le savoir. Un gendarme modèle, marié, père de 2 enfants. Vivant paisiblement dans le sud de la France. Il ferme les yeux un instant. Tout revient. La cave du 19e, les escaliers. Le voisin qui parlait d'un homme poli. Le portrait robot au regard calme. C'était lui. Depuis le début. On envoie des équipes sur place. Mais à leur arrivée, la maison est silencieuse. François Vérov s'est donné la mort la veille. Sur la table, une lettre. Quelques lignes écrites d'une main nette, disciplinée. Je suis le grelais. Je n'en peux plus de vivre avec ça. Jean-Pierre H. relit la phrase plusieurs fois. Il ne ressent ni soulagement ni colère. Seulement une fatigue immense. 35 ans d'enquête pour un point final écrit par le tueur lui-même. Dans son bureau, le vieux policier décroche le portrait robot. Le papier s'effrite, jauni, craquelé. Il le plie soigneusement, le glisse dans un dossier. Puis il éteint la lampe. Il pense à la fillette de 11 ans, au visage qu'il a vu dans la cave, et à l'homme qu'il aurait peut-être salué dans un couloir. Sans jamais savoir. Certains monstres échappent à la justice. D'autres y travaillent. Et quand le temps finit par les rattraper, il ne reste qu'un dessin, un nom, et le silence qu'ils laissent derrière eux. La Grande Motte, 2021. Les jours s'étirent au rythme régulier des vagues. Les touristes rient, les vélos roulent lentement, et le capitaine François Vérov promène son calme comme un uniforme invisible. Il a troqué la gendarmerie pour la police municipale, la capitale pour la mer. Une mutation tranquille, méritée, disent ses collègues. Un homme posé, respecté, toujours souriant. Un mari aimant. Un père attentif. Le modèle d'un citoyen apaisé. Sous le soleil du sud, personne ne se méfie des cicatrices. Elles se fondent dans la peau hâlée, dans le sel, dans la lumière. Même ses supérieurs ne les voient plus. Ils voient un homme fiable, un ancien du métier. Un collègue d'expérience. Un homme dont la seule obsession,
semble-t-il, est l'ordre. Mais derrière la façade, quelque chose recommence à vibrer. Une inquiétude sourde. Une peur qu'il ne connaissait plus. Les journaux ressortent les vieux dossiers, Cold Case, Le Grelet, ADN concordant. Chaque fois qu'un présentateur prononce le mot, son cœur se fige un peu plus. Chaque émission est un miroir qui se rapproche. Chaque reportage, une fissure dans son anonymat. Il regarde la télévision, le soir, assis dans le noir. Le visage des victimes défile. Les témoins, vieillis, racontent encore le même cauchemar. Les policiers parlent d'espoir, de progrès scientifique. Et lui, immobile, écoute son propre fantôme à travers leur voix. Il n'a jamais cessé d'être là, dit un enquêteur à l'écran. Il nous observe peut-être. Verov éteint le téléviseur. Dans le reflet noir de l'écran, son visage lui renvoie l'accusation muette. Il a tenté d'oublier. D'aimer sincèrement. De vivre simplement. Mais le passé, même enseveli, reste un animal docile. Il revient quand il sent la peur. Chaque matin, il enfile sa chemise bleue, repasse ses galons. Et regarde son reflet. Sous le col repassé, la bête respire encore. J'ai juré de servir la loi, murmure-t-il parfois. Et j'ai trahi son regard. Il sait que la traque approche. Depuis des mois, la gendarmerie prélève des ADN à grande échelle. Des tests de comparaison, discrets, mais systématiques. Il connaît la procédure, l'appel, le prélèvement, la correspondance. Il sait qu'un jour, c'est lui qu'on appellera. Et ce jour-là, il n'aura plus de refuge. Le soir, dans la maison silencieuse, il ouvre un tiroir. À l'intérieur, un vieux pistolet de service, un carnet jauni, et une lettre qu'il n'a pas encore écrite. Il regarde ses enfants dormir, sa femme ranger les assiettes, et il se dit que le monstre a eu, finalement, une belle vie. Trop belle. Un mensonge qui a tenu 3 décennies. Il se parle à voix basse, comme s'il s'interrogeait. Qui suis-je maintenant? Le flic? Le père? Ou celui que tout le monde cherche? Mais aucune réponse ne vient. Le silence, celui-là même qu'il a cultivé toute sa vie, revient le couvrir comme une couverture chaude. Il a toujours aimé le calme. Celui de la mer, celui des rues vides, et celui des morts. Les nuits deviennent plus lourdes. Il dort mal. Les visages des victimes se mélangent à ceux de ses enfants. Parfois, dans ses rêves, il voit les escaliers de l'immeuble du 19. La lumière jaune, la poussière, et cette fillette qu'il revoit sans comprendre pourquoi elle reste debout. Immobile, les yeux ouverts. Alors il se réveille, le cœur battant, le front trempé. Il met quelques secondes à se rappeler où il est, à redevenir le capitaine de police modèle. Les jours suivants, il se montre encore plus irréprochable. Toujours prêt à aider, toujours poli, toujours calme. Ses collègues disent qu'il a la sagesse de l'âge. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effrite. Un pressentiment. Une certitude. Le temps du mensonge se rétrécit. La science le rattrape, pas la conscience. Et il comprend que, cette fois, aucun uniforme ne le protégera. Un matin, il reçoit un appel. Une voix neutre, administrative. Capitaine Verov, nous devons effectuer un prélèvement ADN pour vérification. Une formalité, précise-t-on. Il remercie poliment. Raccroche. Et reste longtemps immobile, le téléphone à la main. Dans sa tête, tout se tait. Le passé, la loi, la famille, tout se fond dans un seul mot, fini. Sous la chemise impeccable, la bête respire encore. Mais elle sait qu'elle n'a plus d'air. Bientôt, le silence ne la cachera plus. Il la recouvrira. 2021. Dans un bureau sans fenêtre, un écran affiche des milliers de lignes de chiffres. Des codes génétiques, froids, silencieux, implacables. Chaque séquence, un héritage biologique. Chaque fragment, un fantôme du passé. Et ce jour-là, la science s'autorise enfin à jouer le rôle de Dieu. La nouvelle méthode a un nom, le recoupement familial. On ne cherche plus le tueur, on cherche ceux qui lui ressemblent. Parents, cousins, enfants, frères. Le sang parle, même dilué. Les ordinateurs tracent des liens invisibles,
des arbres généalogiques dressés à partir de l'ombre. Et soudain, dans la froideur mathématique du fichier, un nom émerge. Pas celui du monstre. Celui de son sang. Verov. Les enquêteurs se figent. Le nom ne dit d'abord rien à personne. Un homme discret, retraité depuis peu, vivant dans le sud. Ancien gendarme, puis policier municipal. Marié, père de 2 enfants. Un dossier propre, sans accroc, sans histoire. Mais dans la base, le hasard n'existe pas. S'il y a un lien génétique, c'est que le mal est dans la lignée. Le commandant du groupe Cold Case relit 3 fois le rapport. Ancien gendarme, dites-vous? Oui, chef. Affecté à Paris dans les années 80. Le silence qui suit est lourd, presque religieux. La boucle est sur le point de se refermer. On rouvre les dossiers. Cécile Bloch, 1986. Les adolescentes de 1987. La femme du 13, 1994. Les ADN concordent. L'homme qu'ils cherchent depuis 35 ans a vécu sous leur nez. Formateur, instructeur, supérieur hiérarchique peut-être. Un homme qui donnait des ordres pendant qu'il cherchait son ombre. L'un des enquêteurs murmure, sans ironie. Il a dû nous serrer la main. Personne ne répond. Certains baissent les yeux. La honte, cette vieille complice du silence, revient s'asseoir à la table. Le service central de gendarmerie se mobilise. On établit la liste des anciens de la région parisienne correspondant au profil. Homme de 50 à 70 ans, peau marquée, carrière stable. Les noms défilent. Puis, sur la ligne 217, il réapparaît. Verov, François. Le cœur du mystère. L'ancien gendarme devenu policier municipal à la Grande Motte. Le sang du grelais, littéralement, coule dans ses veines. Et soudain, tout prend sens. Le 24 septembre 2021, un ordre discret part de Paris. Une équipe locale est chargée de le contacter. Procédure banale, un prélèvement ADN de routine. Rien d'accusatoire, rien d'officiel. Mais le piège se referme. Le monstre ne le sait pas encore. Mais la science, elle, a déjà prononcé sa condamnation. À Paris, les enquêteurs n'osent pas y croire. 35 ans de doute, de portraits, de fausses pistes. Et tout se résume maintenant à un tube de sang et un nom de famille. Certains rient nerveusement, d'autres se taisent. Et s'il se sait repérer? Alors il fera ce qu'il a toujours fait, disparaître. Dans sa maison du Sud, François Verov reçoit l'appel. Une voix administrative, polie, presque anodine. « Bonjour capitaine, dans le cadre d'une vérification génétique. Pourriez-vous passer au poste pour un prélèvement ?» Il accepte. Calme. Courtois. Comme toujours. Mais en raccrochant, il comprend. Pas tout de suite. Pas en mots. Mais dans ce battement sec, derrière la poitrine, la faim. Les enquêteurs, eux, continuent leur vérification. Ils ignorent encore qu'ils viennent de réveiller un fantôme. Qui ne supporte pas la lumière. Dans la base de données, le nom Verov clignote comme un aveu. Un homme qu'ils n'ont jamais interrogé, jamais suspecté. Et qui, depuis 30 ans, vit libre. Proche, trop proche. La science a fait ce que la police n'a jamais pu faire. Elle a reconnu le tueur sans le voir. Un code, une séquence, une vérité froide. Le grelais a désormais un nom. Mais il reste encore à lui faire face. Dans les fichiers, les fantômes ont commencé à parler. Et le plus dangereux d'entre eux venait de répondre présent. La Grande Motte, 25 septembre 2021. Le matin s'annonce clair, banal, d'une banalité presque insultante. La mer est calme, les terrasses se remplissent de bruit de tasses et de journaux qu'on déplie. François Verov, lui, sait déjà que ce jour sera le dernier. 3 coups frappent à la porte. Des silhouettes en civil, badge discret, regard neutre. Des collègues, en somme. Le type de visite qu'il a souvent effectué, lui aussi. Aujourd'hui, c'est son tour. Il ouvre, tranquille, le col de sa chemise impeccable. Capitaine Verov? Bonjour. C'est pour un prélèvement génétique, une vérification de routine. Un sourire poli, un hochement de tête. Entrez.
Vous prendrez bien un café? Le ton est calme, la voix posée. On croirait une visite de voisinage. Les policiers s'installent, gênés par la courtoisie du moment. Ils ne soupçonnent rien. Leur mission est simple, prélever, remercier, repartir. Mais lui, il sait. Chaque mot est une mise en scène, chaque geste une répétition. Il les observe, note leurs manies, leurs doutes. Comme un professeur qui regarde ses élèves exécuter la leçon. Cela prendra 2 minutes, dit l'un. Aucun problème, répond Vérov. Un silence court. Trop court. Sur la table, les formulaires attendent, les gants sortis, le coton stérile. Mais avant que le geste ne commence, il se lève doucement. Je dois juste prendre quelque chose dans la pièce d'à côté. Rien d'inquiétant. Les policiers acquiescent, sans méfiance. Et la porte se referme. Quelques secondes plus tard, le ronronnement d'une moto brise le calme du quartier. Ils sortent, surpris, incrédules. La moto disparaît au coin de la rue, la plaque masquée par la poussière du départ. Le capitaine vient de s'envoler. Dans la voiture, un silence de plomb. L'un d'eux finit par murmurer. Il savait. L'autre ne répond pas. Ils préviennent le central, lancent un signalement. Mais le ton est déjà fataliste. Quelque chose leur dit qu'ils ne le reverront pas vivant. Sur la route, Vérov roule droit, le regard fixe. Pas de précipitation, pas de panique. Une conduite maîtrisée, presque douce. Le vent efface les pensées, la vitesse, les souvenirs. Il repense à son serment, à ces mots qu'il avait prononcés jeune homme, la main levée. Je jure de servir la loi. Aujourd'hui, il comprend enfin ce que cela veut dire. Servir, c'est obéir. Et parfois, obéir, c'est disparaître. Il s'arrête à Palavas, quelques kilomètres plus loin. Un hôtel modeste, au bord d'une route. Chambre 15. Il paie comptant, demande peu, sourit poliment. Rien ne trahit la fuite. Juste un homme fatigué, venu chercher un peu de repos. Dans la chambre, il sort un carnet, une feuille, un stylo. Les mots viennent sans trembler. Je suis le grelais. Je n'en peux plus de vivre avec ça. Pardonnez-moi. Rien de plus. 3 lignes pour 35 ans de crime. Il pose la lettre sur la table, plie soigneusement ses papiers d'identité. Range sa montre à côté, puis s'assoit sur le lit. Son regard se perd un instant dans le mur vide. Aucune prière, aucune larme. Juste ce calme qu'il a toujours su maîtriser. Le même que dans les caves, les escaliers, les commissariats. Le calme d'un homme qui choisit la fin comme il a choisi tout le reste, avec contrôle. Dans la nuit, un coup de feu étouffé. Personne n'entend vraiment. Le matin, la femme de ménage découvre la porte close. Une odeur métallique. Et sur la table, la lettre. Le silence a repris son travail. Les enquêteurs arriveront quelques heures plus tard. Le corps sera là, propre, net, ordonné. L'arme posée, la confession courte. Les analyses confirmeront l'ADN. Tout correspondra. Le grelais, après 35 ans de traque, vient de s'identifier lui-même. Il avait juré de servir la loi. Et il l'a servi jusqu'à la fin, en livrant le seul coupable qu'elle ne pouvait pas attraper. Lui-même. Grau-du-Roi, 27 septembre 2021. Le soleil tape sur les façades blanches, la mer reflète une lumière trop vive pour un matin si calme. Un gendarme gare sa voiture devant un petit gîte anonyme, porte entr'ouverte, rideau tiré. Rien d'alarmant à première vue. Mais à l'intérieur, l'air est lourd, figé, saturé d'un parfum d'alcool et de faim. Sur le lit, François Vérov. Allongé, paisible. Aucune trace de lutte, aucune violence. Juste une seringue tombée à ses pieds, et sur la table, une lettre. Le mot fin n'est écrit nulle part, mais tout le dit. Une overdose méthodique, sans désordre. Une mort organisée, comme tout le reste. Le gendarme s'approche. La lettre est pliée avec soin, sans tache, sans hâte. L'écriture est droite, régulière, presque élégante. Aucune rature. Aucune hésitation. On sent l'homme de service, le fonctionnaire jusqu'au bout. Il a écrit comme on rédige un rapport. Je suis le grêlé.
Je porte ce fardeau depuis toujours. Je demande pardon à mes victimes, mais aussi à mes frères d'armes. Des lignes simples, froides, propres. Ni colère, ni honte. Pas une confession. Un constat. Un document administratif de la culpabilité. Sur la table, à côté de la lettre, une enveloppe. À l'intérieur, son badge de police municipale, soigneusement nettoyé. Un symbole lourd, la loi rendue à la loi. Un cercle bouclé dans le silence. Les gendarmes, incrédules, lisent et relisent les pages. Tout y est. Les crimes, les dates, les lieux. Des aveux précis, ordonnés. Et pourtant, rien qui explique. Pas un mot sur le pourquoi, sur l'enfance, sur la faille. Seulement la lucidité glaciale d'un homme qui s'est observé toute sa vie. Dans le rapport officiel, on notera décès par overdose au suicide aux lettres d'aveu retrouvées sur place. Mais dans les couloirs, le mot aveu sonne faux. Un aveu suppose un remords. Ici, il n'y a que l'exactitude. Le grêlé n'a pas demandé pardon pour être pardonné. Il l'a fait pour fermer le dossier. Les experts en ADN arrivent, prélèvent, comparent. Le verdict tombe en moins de 48 heures. Correspondance parfaite. C'est bien lui. 35 ans après le premier meurtre. Le monstre a enfin un nom, une adresse, un corps. À Paris, Jean-Pierre H. apprend la nouvelle par téléphone. Il ne dit rien. Il reste longtemps debout, face à la fenêtre de son bureau. Les mains dans les poches, la tête lourde. L'affaire est résolue. Mais aucune victoire ne vient avec ça. Dans les journaux, les titres se succèdent. Le grêlé identifié. Un ex-policier derrière 30 ans de meurtre. Les photos de Vérov circulent, son visage d'homme ordinaire. Ses cicatrices, son uniforme. L'opinion publique s'indigne, s'interroge. Comment un tueur a-t-il pu servir la loi? Comment la loi a-t-elle pu servir un tueur? Dans le gîte, la scène reste immobile. Comme si la mort avait voulu figer son dernier mensonge. La lettre est saisie, copiée, classée. Mais une phrase, à la fin, échappe à tous les protocoles. Une phrase qui ne figure sur aucun rapport. Transmise de bouche à oreille entre ceux qui ont lu la version complète. Le silence m'a protégé. Aujourd'hui, il me reprend. Les gendarmes ferment la porte derrière eux. Le bruit du vent couvre tout. Sur la table, le badge repose encore. Reflet d'une lumière blanche qui ne juge plus. Et dans cette pièce sans bruit, la justice et le monstre ont, enfin, le même visage. Celui d'un homme qui a su tout effacer, jusqu'à lui-même. Sous l'uniforme, il n'y avait pas de haine. Juste un vide discipliné. Et dans ce vide, le silence a trouvé sa place. Les analyses tombent comme une sentence froide. Pas de doute, pas d'hypothèse, pas de débat. Correspondance parfaite. L'ADN de François Vérov est celui du grelé. Les tubes de 1986, 1987, 1994, tous parlent d'une seule voix. Et cette voix dit la vérité que personne ne voulait entendre. Le monstre vivait parmi eux. En uniforme. Sous serment. Au laboratoire central, l'atmosphère devient pesante. Les techniciens, habitués à la rigueur du protocole, se taisent. Les chiffres s'affichent sur l'écran, 100% de correspondance. Rien à interpréter, rien à espérer. La science vient de refermer un dossier vieux de 35 ans. Mais au lieu d'un soulagement, c'est un vertige. Parce que derrière le code génétique, il n'y a pas un inconnu. Il y a l'un des leurs. Le rapport est envoyé à la direction, puis au magistrat, puis aux médias. Chaque service découvre la nouvelle avec la même stupeur. Un gendarme, un instructeur, un mari, un père. Le visage du devoir. Le symbole de la confiance publique. Et pourtant, dans les commissariats, la rumeur court avant la confirmation. On se passe les articles, les extraits de la lettre. Certains refusent d'y croire. Impossible. Pas lui. On aurait su. Mais on n'a rien su. Parce qu'il était parfait. Parce qu'il connaissait trop bien les règles du jeu. Les plus anciens, ceux qui ont connu les années 80, se souviennent du portrait robot accroché au mur. Ce dessin grêlé, calme, inexpressif.
Ils comprennent soudain pourquoi ce visage leur semblait familier. Certains l'ont croisé. Certains lui ont parlé. Certains ont peut-être ri avec lui. Et tous, aujourd'hui, se taisent. À Paris, Jean-Pierre H. lit le rapport. Chaque ligne lui pèse comme un verdict personnel. 35 ans d'enquête. Et la vérité se trouve dans une seringue, pas dans un interrogatoire. Il aurait voulu le confronter, lui demander pourquoi, le regarder dans les yeux. Mais il ne reste qu'un corps et une lettre. Le silence a encore gagné. C'est fini, dit son supérieur. Non, répond-il. Ce n'est jamais fini quand c'est un des nôtres. Les médias s'emparent de l'affaire. Les visages des victimes refont surface. Les photos d'époque, les visages d'enfants. Et à côté, celui du policier modèle. L'image choque. Un homme en uniforme, décoré, souriant. Associé à des crimes d'une cruauté glaciale. La France découvre un paradoxe impossible à avaler. Le monstre et le protecteur portaient le même écusson. Les familles des victimes pleurent sans savoir si elles doivent se sentir vengées ou trahies. Elles ont réclamé la vérité, et la vérité les frappe comme une insulte. On voulait un visage, dit la sœur d'une des victimes. On nous a donné un uniforme. Dans les rangs de la police et de la gendarmerie, le malaise devient palpable. Les anciens effacent discrètement les photos de groupe, les archives internes. On réécrit les rapports, on nettoie la mémoire. Mais le mal est là, indélébile. L'homme conformé à défendre la loi l'a utilisé comme bouclier. À la télévision, le journaliste conclut sobrement. Le tueur au visage grêlé aura échappé à la justice. Mais pas à la vérité. Une phrase parfaite pour clore un sujet. Mais ceux qui ont enquêté savent qu'il n'y a pas de clôture. Seulement un vide. Une honte calme. L'ADN a parlé. Le monstre avait un nom, une adresse, un grade. Ce n'est plus une victoire, c'est un deuil. Car ce qu'on a découvert, ce n'est pas la fin d'un tueur. Mais la faillite d'une confiance. La nouvelle éclate comme une déflagration silencieuse. Partout, les journaux titrent le même nom, François Vérove. L'homme derrière le grêlé. L'ancien gendarme devenu policier municipal. Le père de famille, le collègue modèle. Le visage du bien devenu celui du mal. Les plateaux de télévision s'embrasent. Les experts, les psychologues, les anciens enquêteurs. Chacun cherche une explication, un sens, une faille. Mais il n'y a rien à expliquer. Seulement un paradoxe. Un homme capable d'aimer, de protéger, de rire. Et de tuer sans trembler. Les anciens collègues, eux, se taisent d'abord. Puis viennent les souvenirs. Des anecdotes banales, soudain devenues suspectes. Il était calme, trop calme. Toujours disponible. Jamais un mot de travers. Ils fouillent leur mémoire comme une scène de crime. Chaque geste, chaque regard devient un indice rétrospectif. Ils cherchent les signes qu'ils ont manqués, et ne trouvent rien. Parce qu'il n'y avait rien à voir. Parce qu'il avait appris à jouer le rôle de l'innocent mieux que personne. Dans les commissariats, les photos de groupe refont surface. On l'aperçoit au fond, sourire discret, posture droite. Un visage qui se fond dans la masse. Pas de monstre, pas d'aura inquiétante. Juste un homme banal dans une assemblée d'hommes en uniforme. Le danger, c'est qu'il ressemblait à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a survécu si longtemps. Chez lui, à la Grande Motte, la famille s'effondre. Sa femme découvre les journaux, les reportages, les lettres. Elle comprend avant même de les lire. Les dates, les lieux, les absences, tout coïncide. Les enfants refusent d'y croire. Ce n'est pas possible. Pas lui. Mais les preuves sont là, froides, incontestables. Leur père, l'homme qui les emmenait à l'école, est le tueur que la France cherchait depuis 1986. Les caméras se postent devant la maison. Les micros tendus, les voisins interrogés. Il était gentil, discret, toujours prêt à rendre service. Toujours les mêmes mots. Ceux qu'on répète à propos de tous les monstres invisibles. Sur les réseaux, les visages se multiplient. Les photos de famille, les clichés en uniforme. Les sourires figés d'un homme qu'on croyait bon. Les journalistes alternent entre fascination et indignation.
Le pays entier regarde. Et ce qu'il voit, ce n'est pas un tueur. C'est un reflet. Le sien. Parce que ce qu'incarne François Vérove, ce n'est pas la folie ni la déviance, c'est la banalité du mal. Le crime à visage familier. Le monstre sans étrangeté. Celui qui serre la main, qui promet la sécurité, et qui tue dans le silence des caves. À Paris, un ancien enquêteur résume ce que tout le monde pense sans oser le dire. Il avait nos gestes, nos mots, nos uniformes. Il était l'un de nous. Et cette phrase, une fois prononcée, ne s'efface plus. Elle hante les couloirs des commissariats, les salles de briefing, les archives. Parce que derrière le choc de la révélation, il y a une autre peur, plus intime. Celle de ne plus savoir où commence la confiance. Dans les jours qui suivent, les talk-shows s'enchaînent. On débat de la double vie, du pouvoir du masque, de la psychologie des tueurs sous uniforme. Mais au fond, personne n'explique rien. Les mots glissent sur la surface d'un mystère qu'on ne peut pas sonder. Un homme a vécu 35 ans au milieu des autres, a salué la loi chaque matin, et chaque soir, s'est regardé dans la glace sans voir le sang sur ses mains. Le pays tout entier regarde son propre reflet. Pas celui d'un monstre, celui d'un homme ordinaire. Le mal n'a pas de croc, pas de cri, pas d'ombre. Il a des horaires, une famille, un uniforme. Et un sourire poli. L'affaire est close. Les scellés refermés, les dossiers archivés. Les chaînes d'infos ont cessé d'en parler. Les visages des victimes ont disparu des écrans. Officiellement, le grelais n'existe plus. Mais dans le silence qui suit les grandes vérités, il reste toujours un murmure. On retrouve ces portraits robots dans les sous-sols du 36, jaunis, pliés, accrochés au hasard des vieux classeurs. Les traits sont presque enfantins. Le front haut, la peau marquée, le regard calme. Des croquis faits de mémoire, de peur et de crayon. À côté, on colle la photo réelle de François Vérove. Et soudain, tout se brouille. Ni l'un ni l'autre ne semble correspondre. Comme si, jusqu'au bout, son visage refusait d'appartenir à quelqu'un. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas sa cruauté. C'est sa banalité. Pas de tic, pas d'excès, pas de folie visible. Juste un homme ordinaire, un visage qu'on croise et qu'on oublie aussitôt. Trop banal pour un monstre. Trop humain pour être effacé. Il est partout et nulle part, dans chaque uniforme, dans chaque poignée de main. Les enquêteurs parlent de lui avec une retenue nouvelle. Plus de colère, plus de rancune. Seulement une fatigue triste, un vertige moral. On l'a cherché 35 ans, et il était juste derrière nous. Leur victoire ressemble à un enterrement. Ils ont trouvé le coupable, mais perdu quelque chose de plus grand, la certitude que la loi protège toujours du mal. Dans les écoles de police, son nom revient en filigrane. Pas dans les manuels, mais dans les conversations à voix basse. Une histoire qu'on raconte aux nouvelles recrues, comme un avertissement. Le monstre ne vient pas toujours de l'extérieur. Il peut se lever à vos côtés, signer vos rapports, partager vos repas. Les plus jeunes écoutent sans oser poser de questions. Parce qu'ils savent que ce que cette affaire a brisé, ce n'est pas seulement une confiance. C'est une illusion, celle du mal identifiable. Les familles, elles, restent dans une paix impossible. Elles ont un nom, oui, mais ce nom n'efface pas les nuits perdues. Elles regardent encore les visages de leurs enfants sur les photos, et se demandent comment un homme qui portait la loi a pu les condamner au silence. Certains allument une bougie, d'autres ferment les rideaux. Le pardon, ici, n'a pas de place. Dans un bureau d'archives, un archiviste replace un dossier dans un carton scellé. Sur la couverture, 3 mots. Affaire Grelais ou classée. Puis il souffle la poussière, comme on souffle sur un nom qu'on préfère oublier. Mais le mal, lui, ne disparaît pas. Il se déguise, il apprend, il imite. Et parfois, il salue poliment avant de partir travailler. Le policier sans visage, c'est l'histoire d'un homme qu'on croyait du bon côté du monde. Le symbole d'un doute éternel. Celui d'un mal capable de se fondre dans l'ordre, de marcher droit, de dire bonjour. Le mal qui porte la loi au revers de sa veste. Paris, à l'aube.
Le vent passe sur la Seine comme une main sur une cicatrice. Les ponts s'étirent dans la brume, les sirènes des péniches se perdent dans la lumière grise. La ville s'éveille lentement, indifférente, comme si rien ne s'était jamais passé. Dans un bureau du quai des Orfèvres, un dossier repose, fermé. Cartonné, épais, usé par les années. Sur la couverture, quelques lettres au feutre noir. Le grêlé au clos par ADN. Un mot administratif pour une tragédie humaine. Les enquêteurs passent devant sans le regarder. Certains ont vieilli avec cette affaire, d'autres l'ont hérité sans l'avoir vécu. Mais tous savent la même chose. On ne ferme pas un vide. On l'enterre, on le classe. On espère qu'il dormira longtemps. Dehors, la Seine reflète les façades encore endormies. L'eau coule, paisible. Mais sous sa surface, la ville garde mémoire de ces monstres. Chaque pierre, chaque cage d'escalier, chaque commissariat silencieux, a vu passer un fragment de cette histoire. Le mal, ici, n'a pas de cri. Il porte un uniforme, un sourire, un badge. Il serre la main, promet la sécurité, et disparaît dans la foule. Le grêlé n'est plus. Mais ce qu'il a révélé ne s'effacera pas. La part d'ombre derrière la loi, le visage ordinaire du danger. Dans le vent qui glisse sur le fleuve, on croirait entendre un murmure. Pas celui d'un homme. Celui d'un souvenir. Une respiration lente, pareille à celle d'une ville qui dort. En sachant que ces fantômes ne dorment jamais vraiment. La nuit peut se refermer. Le visage s'efface. Mais le silence, lui, n'oublie jamais.